Des combats sporadiques n'ont pas cessé à l'est de la République démocratique du Congo. Cette semaine aussi a été marquée par le pourparler de Doha. La délégation du M23 et la délégation gouvernementale de Kinshasa se sont rencontrés à Doha pour la 5e table des négociations. Des rumeurs, des informations jusque-là encore non vérifiées, mais parlent des aspects que l'M23 est en train de revendiquer. Il s'agit notamment du fédéralisme en République démocratique du Congo. Cette position du M23 qui ne reculera pas de ses positions dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu. Où est-ce que nous allons aller avec Doha? Quelle analyse il faut faire de toutes les propositions de partis à Doha? Nous sommes précisément au Qatar. Nous allons également analyser un aspect dans cette émission. Ce sont les mesures de confiance qui revendiquent la M23, même dans la conférence de presse à Goma. Nous allons en parler. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Surtout, merci d'avoir fini cette semaine avec nous. Nous allons faire cette analyse ensemble. Vite, Jospin, nous allons parler d'abord des combats sporadiques. Nous allons parler des activités d'assainissement de l'aéroport international de Goma. C'est cette semaine. Nous allons parler de Bunagana. Avant de parler de Doha, quel commentaire il faut placer par rapport à toutes ces actualités? Bonjour Jospin et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Il faut dire d'abord que la réouverture du poste frontalier de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda a marqué en tout cas l'actualité dans la région ici, au Nord Kivu, parce que beaucoup de Congolais qui voyagent pour l'Ouganda passent par le Rwanda et c'est un long voyage. Mais en passant par Bunagana, ça facilite encore les échanges commerciaux entre les deux pays. Il faut noter que c'est le président ougandais, Yoweri Museveni, qui a décidé de l'ouverture de sa frontière avec la RDC dans une zone contrôlée par la F-123. Cela a été critiqué différemment par les Congolais, surtout à Kinshasa. Cela a été vu comme une complicité entre l'F-123 et l'Ouganda. Yoweri Museveni, on le tire dessus en ce moment sur Internet. Il est aussi considéré désormais comme complice dans par les talibans, bien sûr, et pas par le gouvernement congolais directement. Mais il faut dire que nous avons quand même des points de vue différents parce que la victime principale de ce conflit, c'est le citoyen lambda de Bunagana qui traverser pour aller prendre peut-être des produits et les revendre au pays. Ces citoyens de Goma qui traversaient aussi pour aller prendre des produits divers et les revendre dans la ville de Goma. Donc, c'est une bonne nouvelle d'abord pour ces citoyens-là qui s'est dit, je peux encore aller en Ouganda en passant par le poste frontalier de Bunagana. Ça fait déjà... Aussi, il a demandé l'ouverture des postes frontaliers de la partie orientale. Il y a encore Ichacha Kitagoma aussi. Kitagoma. Est-ce que cela va permettre quand même à ces populations vivant dans cette partie du Nord Kivu de fumer un peu le caliment de la paix, de circuler normalement, de reprendre des activités économiques? On est encore loin de parler de la paix dans notre région parce qu'on vous le disait, tout de suite, les combats continuent à Bambo, dans les Rutshuru notamment, dans le Walungu, au Sud Kivu, à Minembwe. Il y a eu une alerte des MRDP Twirwaneho selon laquelle l'armée s'est préparée en coalition avec l'armée burundaise et le Wazalendo pour lancer des assauts sur Minembwe. Il y a eu une réaction des Wazalendo qui ont parlé d'une manipulation de l'opinion par les Twirwaneho, qu'il ne s'agissait pas de nettoyage ethnique, que c'était un faux fuyant. Voilà, il y a donc c'est tout un tas de conflits qui persistent en dépit des discussions qui avancent, selon nos sources, à Doha, vers la signature d'un accord d'ici quelques semaines entre le M23 et le gouvernement congolais, même si l'information qui a été publiée par l'ACP a encore ravivé les tensions. Mais d'abord, en parlant de notre région ici, la réouverture des activités, c'est bénéfique pour la population. Peut-être sur le plan politique, ça augure autre chose, mais en tout cas pour la population congolaise vivant au Nord Kivu, c'est
de soulagement. Parlant aussi de l'aéroport international de Goma, on n'a pas parlé des rouvertures. Il faut bien fixer l'opinion. Il y a des travaux Ce sont des d'assainissement. travaux, des nettoyages et tout, mais aussi des déminages parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'armes laissées ça et là, d'engins explosifs parce qu'il y avait beaucoup de militaires FARDC qui avaient fui dans l'aéroport international de Goma lors de la prise de la ville. Donc, cette équipe-là professionnelle qui est en train de travailler avec UNMAS, et qui est l'Agence des Nations Unies des déminages, qui s'occupe des opérations de déminage, est en train de faire le nettoyage pour voir s'il y a des engins qui peuvent être élagués. Mais jusque-là, moi, je n'ai pas entendu parler des rouvertures, même si c'était souhaité par les organisations humanitaires des Nations Unies pour acheminer de l'aide humanitaire. Mais jusque-là, on ne parlait pas des rouvertures de l'aéroport. Mais Patrick Mouyaya l'a dit aussi récemment qu'il souhaite qu'il y ait une désescalade au conflit pour que l'aéroport international de Goma rouvre ses activités. Et c'est toujours bénéfique pour la population congolaise et pour les hommes d'affaires de Goma, les tenanciens des hôtels. Aujourd'hui, c'est presque vide, il y a plus de touristes, il y a plus de visiteurs à Goma. Donc, c'est un manque à gagner pour la population dans l'ensemble. Alors, nous allons parler de la question du Doha. D'ailleurs, le sujet principal de cette rétrospective qui a marqué la semaine après une conférence de presse, l'autre semaine. Alors, nous allons commencer par cette rencontre, enfin, la 5e rencontre du gouvernement congolais et du M23. Qu'est-ce que ça augure pour cette 5e table de négociation, alors qu'il y avait quand même une tension entre les deux parties? Il y a quand même une lueur d'espoir, Blaise, il faut le reconnaître, parce qu'il y a une avancée. La participation des ministres de l'Intérieur, Vincent Biruta du Rwanda et Jacquemain Chabani-Luko de la RDC, souligne une avancée quand même, parce que Benjamin Bonipa, qui est le chef de la délégation du M23, avait décrié lors du récent point de presse à Goma le fait que Kinshasa envoie des émissaires sans mandat, des négociateurs qui ne sont pas attitrés, qui ne devraient pas, selon lui, représenter le gouvernement congolais. Parce que lui, quand même, au moins, il est le secrétaire permanent de l'AFC/M23, c'est un répondant. Et l'AFC/M23 avait exigé du gouvernement congolais des émissaires qui ont le mandat et qui peuvent négocier au nom du gouvernement congolais. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre. Quand on parle du ministre qui gère la territoriale, les 145 territoires, il gère l'ANR, donc le service de renseignement, il gère la DGM. C'est comme le vice-président dans d'autres régimes. Donc, c'est quand même un négociateur de taille qui est à Doha aujourd'hui. On a renforcé aussi l'équipe du côté rwandais. Olivier n'est plus seul. Il y a Vincent Biruta qui est aussi un cacique du système de Kigali. Donc, nous espérons qu'il y aura quand même une fumée blanche. Selon certaines sources, d'ici 2 semaines, il y aura de signature d'un accord entre les deux parties, mais aussi il y a aussi des émissaires de l'Union africaine qui étaient là. Le président togolais, Faure Gnassingbé aussi, pour représenter l'Union africaine. Il y a aussi des diplomates américains qui ont été envoyés par Trump pour faire le suivi. Et c'est quand même quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Nous ne devons pas être pessimistes. Cette attention internationale sur la question. Ouais, afin de trouver une solution au conflit. Des bruits du couloir parlent de la signature d'un accord qui ne va pas tarder. On va signer quoi exactement? D'abord, je vais commencer par parler de cette information qui a été publiée par l'Agence congolaise de presse. Sous d'autres cieux, une information publiée par l'Agence nationale au pays ne devait même pas faire objet encore de recoupage des sources ou des doutes, parce que c'est quand même la source officielle en RDC. Et ce qui retient mon attention, c'est le fait de voir l'ACP publier une information selon laquelle Kigali, donc le Rwanda, serait en train de négocier la gestion des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pendant 8 ans. Ça sera sous quel régime? D'autre part, on parle plutôt de l'F-123 qui serait en train de demander cette gestion-là, mais ça sera sous un régime fédéral, parce que dans un régime fédéral, les compétences de gestion sont partagées entre le pouvoir central et le pouvoir
Et les États fédéraux. Le pouvoir provincial qui est considéré comme un État fédéral, mais qui garde quand même une certaine allégeance au pouvoir central. Mais les provinces ont une certaine autonomie en gardant. Mais est-ce que ça va, on va changer des régimes? Est-ce que cela est prévu par la constitution congolaise? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On parle beaucoup de régime fédéral, mais on ne maîtrise pas peut-être les méandres de ce qui doit se passer. Moi, je ne suis pas là, mais ce qui m'étonne un peu, c'est de voir la source officielle congolaise parler d'une revendication de Kigali. Nous savons tous que les deux pays sont gérés dans un autre processus. À Washington. C'est à Washington. Mais comment encore Kigali viendrait? Et pourquoi demander la gestion? Si on sait déjà qu'il y aura des concessions sur le plan des ressources minières congolaises, dans l'accord de Washington, il y aura des concessions. On parle de gestion conjointe de parcs, des ressources du lac Kivu, des ressources minières. Mais est-ce que le Rwanda viendra encore dans le cas du M23? Mais si c'est le cas maintenant, que sera la part maintenant du M23, de l'AFC M23, de ces Congolais qui sont dans l'AFC M23? On se pose beaucoup de questions, mais on pense, moi surtout, et beaucoup d'opinions, que cette information n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas opportune. Et surtout pour les moments. Pendant que les deux parties sont sur la table de négociation, venir encore parler du Rwanda et parler de telles demandes, c'est comme intoxiquer. C'est comme intoxiquer l'opinion publique. L'annulation pure et simple de toutes les condamnations contre les membres responsables de l'AFC, est-ce que ça sera possible? Bon, ça au moins, nous l'avons entendu de la bouche de Benjamin Bonipa. Ici à Goma, nous avons participé à cette conférence à ce point de presse. Le M23, bien sûr, revendique cela. Et en matière de coopération, c'est possible. C'est possible que on l'a vécu déjà. On a vécu déjà cela. Si Bernard Biamungwa est libre aujourd'hui, c'est parce qu'il avait été libéré dans le cadre d'Amnesty. Il était condamné à l'époque de Joseph Kabila, mais quand Félix Tshisekedi entre au pouvoir, il a libéré certains prisonniers politiques. Et d'autres qui étaient accusés de crimes dans le cadre de décrispation d'espace politique au pays pour la paix. Ça, c'est possible. La gestion dont on parle de deux provinces pendant 8 ans, gestion exclusive. Les Nord Kivu et les Sud Kivu. Dont on parle dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est... Et avec un point, j'ajoute, les M23 ne reculera pas de ses positions. Il n'est donc pas question de quitter le Nord et les Sud Kivu. Ils doivent gérer ces entités. Est-ce que ce ne sera pas un manque à gagner pour Kinshasa? Est-ce que Kinshasa va fléchir par rapport à ça? Moi, je pense que c'est une demande qui n'est pas directement réaliste parce que, à suivre ce qui a été dit à Doha, il y aura une intégration au cas par cas des membres aujourd'hui de l'FC23 dans l'armée ou dans les institutions. C'est-à-dire qu'on ne va plus laisser une gestion exclusive de deux provinces parce qu'il y aura des membres qui seront intégrés au cas par cas. Donc, ils vont gérer ensemble avec d'autres Congolais. Ensemble avec d'autres Congolais. Bah, moi, je pense par contre que peut-être certains responsables de l'F-123, j'avais suivi l'interview que Sultani Makenga, le chef d'état-major général du M23, avait accordé à Alain Dexel, je pense, ce diplomate, ancien sénateur belge. Il avait dit qu'il n'a pas envie d'aller à Kinshasa. Qu'il voudrait rester. Il n'a même pas envie d'intégrer les FARDC. Il voudrait, lui, rester aux côtés de cette population marginalisée pour laquelle il est en train de se battre. Donc, c'est en quelque sorte dire qu'il voudrait rester peut-être au nord Kivu ou au sud Kivu. Mais rester sous quel format? Ça ne sera plus sous le format actuel de gestion exclusive des provinces. Après les négociations, il y aura des concessions de part et d'autre. Ça sera une co-gestion, mais non. Une gestion conjointe de la province avec le pouvoir de Kinshasa, qui reste jusqu'à présent le pouvoir central au pays. Et légitime parce qu'il y a eu élection au pays, bien sûr. Mais non, la question se posait aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une fumée blanche qui sortira des Doha? Pourquoi on commence à redouter le processus de Doha? C'est parce qu'il y a des revendications qui sont
ordinaire. Nous avons lu, nous tous, certains communicateurs qui énumèrent une liste D'ailleurs, des revendications. parlant... Mais certaines sont extraordinaires. D'ailleurs, si le 23 tenait vraiment à toutes ces revendications, donc on est loin de vivre une paix dans notre région. Parmi les revendications, le départ de Félix-Antoine Tshisekedi et sa famille est non négociable, mais le mouvement 23 pourrait tolérer qu'il reste jusqu'en décembre 2026, si en échange, les banques sont immédiatement réouvertes et les fonctionnaires de l'État en zone 1-23 à payer, puis en suivra une transition civile et l'organisation des référendums. Je pense que nous ne devons pas tomber dans la manipulation, cher Blaise. Je pense que c'est un journaliste qui a écrit cela sur son compte X. Il est proche, mais pourquoi cela, écoute, pourquoi cela arrive après tous ces dossiers qui tourne autour de moi, je me pose la question de savoir. Sur la spoliation des minerais de la RDC, il y a une plainte qui a été déposée en Belgique. Blaise, on parle de négociation. Pourquoi il y a négociation entre deux parties? C'est pour qu'on arrive à s'entendre, pas à écarter l'un. Parce que quand aujourd'hui, certains Congolais parlent de retrait de l'AFC/M23, qu'ils rentrent d'où ils étaient venus, qu'ils rentrent chez eux, mais c'est là qu'il y a des frustrations au sein de l'AFC/M23. Mais ils me demandent de partir, nous allons partir où? Nous sommes ici chez nous. C'est de la même façon que c'est pas réaliste de demander au président de partir avec sa famille. Mais pourquoi il négocie? Pourquoi il négocie maintenant? Il négocie pour qu'on trouve un terrain d'entente de part et d'autre, qu'on fasse des concessions, qu'on laisse tomber certaines revendications et qu'on accepte certaines d'autres. Mais dire que Félix va partir, que l'AFC/M23 va intégrer les FARDC au sein de son armée de l'ARC, comme ce monsieur a écrit, moi je pense que c'est pas réaliste. Le FARDC reste l'armée congolaise. Même dans les communiqués du M23, nulle part, l'AFC/M23 n'a jamais traité les FARDC d'une armée, je ne sais pas, étrangère. On a toujours parlé de l'armée congolaise, des forces coalisées, de Kinshasa, des restes. Donc même l'AFC/M23 reconnaît que l'armée régulière existe, qui s'appelle force armée de la RDC. Mais malgré les conflits qu'il y a, comme à Washington, mais est-ce qu'on va intégrer les FARDC dans l'ARC de l'AFC/M23? C'est pas normal, ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. Comme à Washington, demander à un président en fonction qui a été élu de partir avec sa famille avant qu'il termine son mandat aussi, je ne pense pas qu'il va accepter. Mais co-gérer, bien sûr, oui, une transition, ça c'est réaliste. Comme une transition à Washington. Tu sais qu'il va gérer avec l'AFC/M23, avec l'opposition, avec Kabila, avec Fayoulou. Ça, c'est réaliste. Ça s'est fait partout. Pour la paix, comme le 1+4, à l'époque, Bemba était rebelle, des autres et tout, la RCD, ils ont géré ensemble. En attendant la fin du mandat ou d'une transition pour qu'on aille aux élections. Parce que le pays ne va pas rester dans la rébellion la révolution. Je vais poser ma dernière question. Comme à Washington, l'accord n'est pas passé d'abord par l'Assemblée nationale, selon la procédure. À Doha, ça sera aussi la même chose, une violation encore de la procédure? Je pense que c'est-à-dire nous sommes dans une situation irrégulière. Déjà, l'Assemblée nationale n'autorise pas des négociations avec l'AFC/M23. Cela avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le M23 est en train de demander le retrait de cette disposition. Mais nous sommes dans une situation extraordinaire. Le pays est en guerre, le pays est en conflit perpétuel. Il y a des Congolais qui sont en train de mourir chaque jour. On ne va pas rester sur ce cycle-là de violence. On a besoin de recouvrer la paix dans cette partie. C'est pourquoi il y a à une situation extraordinaire, des solutions extraordinaires. Donc, attendre l'autorisation de l'Assemblée nationale, passer par des procédures, ça ne va pas ramener la paix. Ce dont on a besoin, c'est une volonté politique de part et d'autre. Côté M23, côté gouvernement congolais, mais demander au président de partir avec sa famille, de plier bagages, demander à faire des régions, mais ça, ce n'est plus une volonté, alors qu'on a besoin d'une volonté politique de part et d'autre. Ça, c'est demander l'impossible. C'est comme au gouvernement congolais aussi demander à l'F-123 de partir comme ça, d'aller, je ne sais pas, dans la nature. C'est aussi une demande impossible parce qu'ils sont en train de gérer aujourd'hui. Ils ont leur administration, ils ont une armée, ils ont une police, ils ont des services de renseignement. C'est un système déjà mis en place qu'on ne peut plus démanteler comme on veut, comme ça, par un revers des mains. Donc, il faut qu'il y ait des assises sérieuses, qu'on mette sur la table une volonté politique et qu'on accepte des concessions de part et d'autre pour qu'on trouve une solution. Mais ce qu'on nous a relayé par l'ACP, ce n'est pas vraiment une bonne information. C'est moi dire que c'est le Rwanda qui vient encore sur la table pour demander la gestion du Nord et du Sud pendant 8 ans, mais qui va accepter cela? De laisser, c'est déjà ça, c'est déjà une annexion.
c'est déjà une annexion et ça ne va pas se passer parce que nulle part le gouvernement de Kigali n'a revendiqué cela. Donc, moi, je pense que c'est imaginaire et ces sources-là veulent juste manipuler l'opinion et intoxiquer l'opinion. On est en train de suivre tout ce qui se passe à Doha. Tout ce que les Congolais attendent, c'est une résolution pacifique du conflit, une désescalade pour que la vie reprenne comme avant. Très bien. Jacquemaine Chabani a rejoint la délégation à Doha. On espère que ça va aller un peu vite. Ça va aider à soulager la souffrance des populations. Chers Congolais, il y a d'autres Congolais qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut faire vite. Il faut activer toute les batteries. Il faut prier pour le Congo s'il le faut. Mais surtout, il faut aimer le Congo. Portez-vous bien.